Schmittem, Allemagne, le 15 décembre 1944. La terre gelée sous les pieds de l'auberge frété Hans Müller tremblait alors que colonne après colonne de chars Panzer roulaient vers l'ouest à travers l'obscurité. Il était assis à l'arrière d'un half-track, observant l'interminable procession de blindés disparaître dans les forêts de l'Eifel. Demain, il frapperait. Demain, l'Allemagne changerait le cours de la guerre. Demain, le Reich prouverait au monde qu'il pouvait encore gagner. Le stylo entre ses doigts engourdis flottait au-dessus de son journal intime, formant des mots qui lui auraient valu une exécution s'ils étaient découverts par ses officiers. On nous dit que cette offensive divisera les Alliés et les forcera à négocier la paix. Je veux croire cela. Dieu, comme je veux y croire. Mais j'ai vu ce à quoi nous faisons face. J'ai regardé nos villes brûlées depuis les airs. Et maintenant nous marchons vers la Belgique avec à peine assez de carburant pour atteindre la Meuse, encore moins en vert. Les mathématiques ne fonctionnent pas. Et quelque part au fond de lui, chaque homme ici le sait. Sur un front de 75 miles s'étendant de Monschau à Echternach, plus de 200 000 soldats allemands se préparaient pour ce qu'Adolf Hitler avait baptisé internement Wachter am Rhin, l'opération Garde sur le Rhin. Le nom lui-même était une tromperie, suggérant des opérations défensives le long de la frontière ouest de l'Allemagne, alors qu'en réalité il dissimulait le dernier pari désespéré de la Wehrmacht pour modifier le cours de la Seconde Guerre mondiale. Le plan était audacieux jusqu'au point de la fantaisie. 3 armées allemandes devaient percer les positions américaines faiblement tenues dans la forêt des Ardennes, traverser la Meuse et parcourir 100 miles jusqu'à Anvers, divisant les forces britanniques et américaines et forçant une paix négociée à l'ouest. Cela libérerait l'Allemagne pour concentrer toute sa force restante contre les armées soviétiques qui avançaient à l'est. Les commandants sur le terrain qui entendirent Hitler présenter le plan à la mi-novembre furent stupéfaits jusqu'au silence. Le Führer avait conçu l'opération entièrement lui-même, rejetant les objections du général-feldmarschall Gerd von Rundstedt et du général-feldmarschall Walter Model comme du défaitisme. Le général der Panzertruppen Hasso von Manteuffel, commandant la 5e armée Panzer, avait assisté aux conférences de planification au repère du Loup avec une appréhension croissante. Vétéran du front de l'Est où ses divisions de chars avaient repoussé à plusieurs reprises les offensives soviétiques grâce à des tactiques et une mobilité supérieure, Manteuffel comprenait la guerre blindée mieux que peut-être n'importe quel officier de l'armée allemande. Il savait ce que cette opération exigeait, et il savait que l'Allemagne ne possédait plus les ressources pour l'exécuter. Lors d'une réunion privée avec Hitler le 2 décembre, Manteuffel avait soigneusement exposé ses préoccupations. L'offensive exigeait la surprise, un temps favorable pour clouer au sol les avions alliés, une avance rapide pour empêcher le renforcement américain et surtout la capture de dépôts de carburant américains, car les approvisionnements allemands pouvaient à peine soutenir la poussée initiale. Sans que tous ces éléments ne s'alignent parfaitement, l'offensive échouerait. Hitler avait rejeté ces objections d'un geste de la main, insistant sur le fait que la volonté supérieure et l'esprit combatif des soldats allemands surmonteraient les désavantages matériels. Ce qu'Hitler refusait de reconnaître, c'est qu'une volonté supérieure ne pouvait pas propulser des chars sans essence, ne pouvait pas produire des munitions pour les canons, ne pouvait pas remplacer les 800 avions et les 1500 chars que l'Allemagne engagerait dans une opération qui avait peut-être 10% de chances de succès. La force assemblée pour Wachter am Rhin représentait la dernière réserve stratégique de l'Allemagne. La 6e armée Panzer sous le commandement du SS Oberstgruppenführer Joseph Dietrich devait porter le coup principal au nord, passant par Liège jusqu'à Anvers. Malgré le commandement de la formation blindée la plus puissante d'Allemagne, Dietrich n'avait jamais démontré de compétences au niveau opérationnel. Nazi loyal et favori personnel d'Hitler depuis les premiers jours du parti, Dietrich avait gravi les échelons sur la base de sa fiabilité politique plutôt que de ses compétences militaires. Le général-feldmarschall von Rundstedt l'appelait en privé décent mais stupide, et Model avait protesté contre sa nomination en vain. La 5e armée Panzer sous Manteuffel devait attaquer à travers le centre vers Bastogne et Namur avant de tourner au nord pour rencontrer les forces de Dietrich. Au sud, le général der Panzertruppen Erich Brandenberger et sa 7e armée devaient protéger le flanc sud de l'offensive avec des divisions d'infanterie qui manquaient de mobilité ou de puissance de feu pour faire plus que ralentir les contre-attaques américaines. Sur le papier, les chiffres semblaient impressionnants. Plus de 400 000 hommes participeraient à diverses étapes de l'offensive. Environ 1400 chars et canons d'assaut, 2600 pièces d'artillerie et 1000 avions de combat avaient été rassemblés de tous les coins du Reich qui rétrécissait. Mais ces chiffres dissimulaient des faiblesses dévastatrices. Beaucoup des 30 divisions allouées à l'offensive étaient des formations reconstruites remplies d'adolescents et d'hommes de plus de 40 ans qui avaient reçu une formation minimale. Les divisions Panzer, bien qu'équipées de formidables chars Tiger et Panther, manquaient de véhicules de soutien suffisants, de pièces de rechange et plus critique encore, de carburant. Les officiers d'état-major calculèrent que l'offensive avait assez d'essence pour avancer de 30 à 40 miles. La Meuse se trouvait à 80 miles des positions de départ. Anvers était à 125 miles de distance. Le succès du plan dépendait entièrement de la capture intacte des dépôts de carburant américains pendant les premiers jours de l'offensive. Si les Américains détruisaient leurs approvisionnements, toute la pointe blindée allemande s'arrêterait net en territoire ennemi. La tromperie avait été magistrale. Le silence radio, les mouvements nocturnes et le nom de code suggérant des opérations défensives avaient empêché le renseignement allié de détecter l'accumulation massive. Les commandants américains croyaient l'Allemagne incapable de monter une offensive majeure à ce stade de la guerre. Le secteur des Ardennes, où l'offensive frapperait, était tenu par 4 divisions inexpérimentées ou épuisées par les combats, se reposant dans ce que les soldats appelaient le front fantôme. Mais Pépé savait qu'aucun renfort n'arriverait. Les forces américaines tenaient chaque route d'approche. Ces hommes mangeaient leur dernière ration. Les soldats blessés gisaient dans des caves avec des soins médicaux minimaux. Le 23 décembre, Pépé prit la décision de se retirer sans permission. Cette nuit-là, 800 survivants abandonnèrent leurs chars et véhicules, se glissant à travers les lignes américaines à pied pour atteindre les positions allemandes des jours plus tard. Le Kampfgruppe PP, la formation blindée la plus puissante de l'offensive, avait été détruit sans atteindre aucun objectif stratégique. Le schéma se répéta sur tout le front.
À Saint-Vith, les défenseurs américains tinrent bien plus longtemps que les planificateurs allemands ne l'avaient anticipé, immobilisant des carrefours routiers critiques jusqu'au 21 décembre. À la crête d'Elsenborn, les 2e et 99e divisions d'infanterie créèrent une épaule nord impénétrable qui canalisa la 6e armée Panzer dans d'étroites vallées où l'artillerie américaine massacra l'infanterie allemande tentant de percer. À Bastogne, la 101e division aéroportée arriva juste avant que les forces allemandes ne puissent saisir la ville, créant une forteresse qui absorba attaque après attaque. Le général-lieutenant Heinrich Freiherr von Lüttwitz, commandant le 47e Corps Panzer, envoya un ultimatum de reddition au commandant américain le 22 décembre. La réponse en un mot du brigadier général Anthony M. Seolif entra dans la légende militaire. Nut. Quand les officiers allemands demandèrent des éclaircissements, on leur dit que cela signifiait aller au diable. La 101e aéroportée tint Bastogne pendant Noël tandis que les Panzers de Manteuffel tentaient de contourner la ville et de continuer vers l'ouest. Mais les routes rayonnantes de Bastogne étaient essentielles pour l'approvisionnement et le renforcement. Sans contrôler la ville, les forces allemandes ne pouvaient pas soutenir leur avance vers l'ouest. Le 24 décembre apporta le temps que les planificateurs allemands avaient redouté. Des cieux clairs se levèrent sur les Ardennes pour la première fois en une semaine. En quelques heures, le ciel se remplit d'avions alliés. Plus de 5000 sorties volèrent ce jour-là, martelant les colonnes d'approvisionnement allemandes, attaquant les formations de chars bloqués et larguant des fournitures aux forces américaines encerclées. Le Feldwebel Karl Meyer, commandant un bataillon de chars Tiger, regarda avec une fureur impuissante les chasseurs bombardiers P-47 détruire méthodiquement son convoi de ravitaillement. Sans munitions, ces Tigers étaient inutiles. Sans carburant, ils ne pouvaient pas bouger. Les pilotes de chasse américains avaient appris à cibler d'abord les camions de carburant, sachant que les blindés allemands immobilisés pourraient être traités plus tard. Le bataillon de Meyer, qui avait commencé l'offensive avec 45 Tigers, était réduit à 19 véhicules opérationnels. Le reste avait été abandonné faute de carburant, détruit par des attaques aériennes ou mis hors de combat dans des combats rapprochés. Le Tiger, le char le plus formidable d'Allemagne, possédait un blindage qui pouvait repousser la plupart des obus de chars américains et un canon de 80 000 mm capable de détruire n'importe quel véhicule allié à longue portée. Mais rien de tout cela n'importait quand les chars restaient immobiles, leurs réservoirs vides, tandis que les chasseurs bombardiers américains tournaient au-dessus comme des vautours. Le 25 décembre, l'offensive avait atteint sa marque la plus haute. Des éléments de la 2e division Panzer avaient poussé à moins de 4 miles de la Meuse près de Dinant, la pénétration allemande la plus profonde. Mais cette pointe de lance était coupée, encerclée et à court de carburant. Au nord, les chars britanniques du 30e corps tenaient les traversées de la Meuse en force. Au sud, la 3e armée de Patton s'était désengagée de ses positions en Lorraine, avait pivoté de 90 degrés vers le nord et s'était abattue sur le flanc sud du saillant allemand. Le temps s'était retourné de manière décisive contre l'Allemagne. Les observateurs d'artillerie américains appelaient un feu dévastateur sur les positions allemandes avec une visibilité complète. La logistique alliée fonctionnait avec une efficacité mécanique, livrant des milliers de tonnes de fournitures quotidiennement, tandis que les colonnes d'approvisionnement allemandes brûlaient sous les attaques aériennes. Le renflement qui donna son nom à la bataille avait atteint son extension maximale. Maintenant, les Alliés allaient le refermer. L'Hauptmann Otto Krebs, qui avait commandé une compagnie de panzergrenadiers pendant les premiers jours de l'offensive, était assis dans un trou de renard gelé près de Bastogne le jour de Noël, essayant de comprendre ce qui avait mal tourné. Ils avaient obtenu la surprise complète. Ils avaient percé les lignes américaines. Ils avaient avancé jusqu'à 30 miles dans certains secteurs. Et pourtant ils avaient échoué. Les Américains ne s'étaient pas effondrés. Chaque petite ville devint une forteresse, chaque carrefour un champ de bataille. Sa compagnie avait commencé avec 160 hommes, 48 restaient efficaces au combat. Le reste était mort, blessé ou porté disparu. Ils n'avaient plus de munitions pour leurs mortiers, à peine assez de cartouches pour un engagement de plus et aucune perspective de ravitaillement car les avions américains contrôlaient les routes. Le dîner de Noël consistait en du pain gelé et un café faible. Pendant ce temps, Krebs pouvait entendre l'artillerie américaine tirer continuellement, les obus fournis par un réseau logistique sans fin qui semblait n'avoir aucune limite. Il avait combattu sur le front de l'Est. Il avait vu les offensives soviétiques massives qui écrasaient les positions allemandes par le simple poids des nombres et du matériel. C'était différent. Les Américains se battaient avec précision, avec coordination entre infanterie, blindés, artillerie et avions que les Soviétiques n'atteignaient jamais. Et ils le faisaient tout en gardant leurs soldats bien nourris, bien équipés et soutenus par un système logistique qui défiait la croyance. Au quartier général allemand, la réalité de l'échec pénétra lentement les couches de déni. Model et von Rundstedt demandèrent à plusieurs reprises la permission de se retirer, de se replier avant que les contre-attaques américaines n'encerclent et ne détruisent toute la force allemande. Hitler refusa. Il ordonna des attaques renouvelées vers la Meuse, insistant sur le fait que la victoire était encore possible si les commandants montraient une détermination suffisante. Le 26 décembre, la 4e division blindée de Patton perça jusqu'à Bastogne, ouvrant un corridor vers la ville assiégée. Les Américains commencèrent immédiatement à déverser renforts et fournitures dans Bastogne, la transformant d'une position défensive en une base pour des contre-attaques. Les forces de Manteuffel, qui avaient contourné Bastogne en pensant qu'elle ne contenait qu'une petite garnison, trouvaient maintenant un point fort américain renforcé dans leur arrière, menaçant leur ligne d'approvisionnement et bloquant les routes dont ils avaient besoin pour la retraite. Le 1er janvier 1945 apporta l'opération majeure finale de la Luftwaffe de la guerre, l'opération Bodenplatte. Plus de 900 avions allemands lancèrent des attaques surprises sur les aérodromes alliés en Belgique et en Hollande, détruisant environ 200 avions alliés au sol. Pendant quelques heures, il sembla que l'Allemagne pouvait encore porter des coups dévastateurs. Mais l'opération avait été un désastre stratégique. La Luftwaffe perdit environ 280 avions détruits avec plus de 230 pilotes tués, disparus, capturés ou blessés, y compris des commandants d'escadre, des chefs d'escadron et des aviateurs expérimentés irremplaçables. Les Alliés remplacèrent leurs avions perdus en quelques jours.
L'Allemagne ne récupérerait jamais les pilotes ou les avions perdus dans ce qui s'avéra être le coup de grâce de la Luftwaffe contre elle-même. L'Oberstleutnant Johannes Steinhoff, l'un des pilotes de chasse allemands les plus titrés, regarda les avions de retour atterrir avec une horreur croissante alors que les pertes devenaient claires. La Luftwaffe avait tout misé sur une opération et avait perdu. À partir de ce moment, les forces allemandes se battraient sans couverture aérienne significative tandis que les chasseurs bombardiers alliés les chasseraient sans relâche. L'offensive allemande avait créé un renflement de 60 miles de profondeur et 40 miles de large à sa base, mais elle n'avait atteint aucun objectif stratégique. La Meuse restait aux mains des Alliés. Anvers n'était pas menacé. Les armées alliées n'avaient pas été divisées ou encerclées. Plus critique encore, l'offensive avait consommé les dernières réserves stratégiques de l'Allemagne en hommes, chars, carburant et munitions. Chaque division Panzer engagée dans les Ardennes fut effectivement détruite en tant que force combattante. Les remplacements n'existaient pas. De nouveaux chars ne pouvaient pas être produits en nombre suffisant. Les réserves de carburant étaient épuisées. L'offensive avait brûlé des approvisionnements qui avaient mis des mois à s'accumuler, des approvisionnements que l'Allemagne ne pourrait jamais remplacer. Le 3 janvier, les Américains lancèrent des contre-attaques majeures du nord et du sud, visant à pincer le renflement et à piéger les forces allemandes à l'intérieur. Hitler autorisa finalement un retrait limité le 8 janvier, mais à ce moment-là, l'opportunité d'une retraite organisée était passée. Les forces allemandes reculèrent sous pression constante, menant des actions d'arrière-garde désespérées tandis que les forces américaines les martelaient depuis le sol et les airs. Le lieutenant Hans Weber, un commandant de chars dans la 9e division Panzer, enregistra les derniers jours de l'offensive dans des lettres jamais envoyées, trouvées parmi ses possessions après sa mort en février 1945. Nous détruisons nos propres véhicules faute de carburant pour les déplacer. Chaque route est encombrée d'équipements abandonnés. Les Américains nous poursuivent jour et nuit, leurs avions apparaissant chaque fois que le temps s'éclaircit, leur artillerie nous suivant avec une précision troublante. Nous avons commencé cette offensive en croyant que nous pouvions changer l'issue de la guerre. Maintenant nous nous battons simplement pour échapper au piège que nous avons créé pour nous-mêmes. Les hommes ne parlent plus de victoire. Ils parlent seulement d'atteindre la ligne Siegfried vivant, de trouver un abri contre les obus et les bombes américaines, de survivre d'une manière ou d'une autre à ce que nous comprenons tous être le début de la fin. Nous avons tout misé sur les Ardennes et nous avons perdu. L'Allemagne ne possède plus de réserves, plus de carburant, plus d'illusions. Les Russes arrivent de l'Est, les Américains et les Britanniques de l'Ouest. Et nous nous sommes épuisés dans une dernière offensive futile qui n'a rien gagné sauf d'accélérer notre propre destruction. Le 25 janvier 1945, les Allemands avaient été repoussés à leur position de départ. La bataille des Ardennes était terminée. Les statistiques racontaient l'histoire d'un échec catastrophique. L'Allemagne engagea environ 400 000 hommes dans l'offensive. Entre 80 000 et 100 000 devinrent des victimes, morts, blessés ou disparus. Environ 12 000 furent tués. La Wehrmacht perdit 600 chars et canons d'assaut, des véhicules qui ne pourraient jamais être remplacés. La Luftwaffe perdit des centaines d'avions et des pilotes irremplaçables. Les réserves de carburant allemandes qui avaient pris des mois à s'accumuler furent complètement épuisées. Les munitions d'artillerie soigneusement stockées pour l'offensive disparurent. L'offensive avait consommé la capacité de l'Allemagne à mener des opérations majeures. Jamais plus l'Allemagne ne lancerait une attaque d'une telle ampleur. Les Américains subirent environ 81 000 victimes, dont 19 000 tués. Mais contrairement à l'Allemagne, l'Amérique pouvait remplacer ses pertes. Des navires d'Amérique arrivaient quotidiennement avec de nouvelles divisions, du nouvel équipement et des fournitures sans fin. Les morts américains seraient pleurés, mais leurs pertes n'affecteraient pas les opérations militaires américaines. Les morts, blessés et capturés allemands représentaient des pertes qui ne pourraient jamais être compensées. Plus significatif que les victimes immédiates était le coût stratégique. L'offensive retarda les plans alliés pour traverser le Rhin d'environ 6 semaines, mais elle retarda également les opérations soviétiques à l'Est alors que Staline avait lancé une offensive d'hiver massive le 12 janvier, forçant l'Allemagne à déplacer des renforts vers l'Est au moment où ils étaient le plus nécessaires pour défendre les Ardennes. Hitler avait parié qu'une victoire décisive à l'Ouest permettrait à l'Allemagne de se concentrer contre les Soviétiques. Au lieu de cela, les Ardennes consumèrent des forces désespérément nécessaires à l'Est tout en n'obtenant rien à l'Ouest. Quand les Soviétiques lancèrent leur offensive Vistule-Oder, ils rencontrèrent des défenses allemandes affaiblies et avancèrent de 300 miles en 3 semaines, atteignant la rivière Oder à moins de 50 miles de Berlin. Les divisions Panzer détruites dans les Ardennes auraient pu ralentir, bien que pas arrêter, cette avance. Au lieu de cela, elles gisaient détruites dans les forêts belges, monument à l'illusion stratégique. L'Oberst Hermann Gerstner, qui avait commandé une division Volksgrenadier dans l'offensive, écrivit un rapport d'action détaillé qui ne fut jamais soumis car au moment où il finit de l'écrire, il n'y avait plus de structure de commandement fonctionnelle pour recevoir de tels rapports. Son analyse était brutalement honnête. L'offensive des Ardennes échoua parce qu'elle était basée sur des hypothèses qui n'avaient aucun fondement dans la réalité. Nous avons supposé une surprise complète, que nous avons obtenue. Nous avons supposé que le mauvais temps clouerait au sol les avions alliés, ce qui s'est produit pendant une semaine. Nous avons supposé qu'une avance rapide empêcherait le renforcement américain, ce qui s'est avéré impossible sur des routes conçues pour le trafic agricole, pas pour des colonnes blindées. Nous avons supposé que le carburant américain capturé soutiendrait notre avance, mais les Américains détruisirent leurs approvisionnements où nous ne pûmes pas les atteindre. Nous avons supposé que les forces américaines s'effondreraient sous l'assaut initial. Au lieu de cela, même les divisions nouvellement arrivées se battirent avec une détermination qui retarda notre avance à chaque carrefour. Nous avons supposé que notre volonté de vaincre surmonterait les désavantages matériels, comme si le courage pouvait être substitué à l'essence, la détermination pouvait remplacer les munitions, et l'esprit combatif pouvait surmonter la supériorité aérienne absolue des Alliés. Plus fondamentalement, nous avons supposé que parce qu'Hitler ordonnait une offensive, cette offensive devait réussir. Ce n'était pas une planification militaire. C'était une pensée magique, et cela a détruit les dernières forces capables de défendre l'Allemagne. Les conséquences de l'offensive apportèrent des conséquences bien au-delà de la simple défaite militaire.
La 6e armée Panzer, qui avait si peu accompli dans les Ardennes, fut envoyée en Hongrie pour une offensive finale près du lac Balaton. Cette attaque lancée en mars 1945 échoua complètement contre les défenses soviétiques et la 6e armée Panzer fut effectivement détruite. Dietrich survécut à la guerre et fut jugé pour crime de guerre à Malmedy, recevant une peine de prison à vie qui fut plus tard réduite. Il fut libéré de prison en 1955 et mourut en 1966, sans jamais reconnaître le massacre que ses forces avaient commis. Pépé fut également condamné pour crime de guerre à Malmedy, initialement condamné à mort, plus tard réduit à la prison à vie et libéré en 1956. Il déménagea en France où il vécut sous un nom d'emprunt jusqu'en 1976, quand son identité fut découverte. Sa maison fut incendiée et Pépé fut tué, le massacre de Malmedy le rattrapant finalement 31 ans après les événements au carrefour de Bonnier. Manteuffel survécut à la guerre, se rendit aux Britanniques et purgea une brève peine de prison. Il entra plus tard dans la politique ouest-allemande, servant au Bundestag et inventant le terme Bundeswehr pour les nouvelles forces armées de l'Allemagne de l'Ouest. Il donna des conférences à West Point sur la campagne des Ardennes, analysant comment la flexibilité et la logistique américaine vainquirent les tactiques blindées allemandes. Dans des interviews pendant les années 70, Manteuffel fut franc sur la futilité de l'offensive. D'un point de vue purement militaire, l'attaque des Ardennes n'avait aucun sens. L'Allemagne manquait des ressources pour atteindre Anvers. Nous manquions de carburant pour soutenir une avance au-delà de la Meuse. Nous manquions de puissance aérienne pour protéger nos colonnes des chasseurs-bombardiers alliés. Nous manquions des réserves pour exploiter toute percée que nous réalisions. L'offensive réussit tactiquement à obtenir la surprise et à percer les lignes américaines. Elle échoua opérationnellement parce que nous ne pouvions pas soutenir l'avance. Elle échoua stratégiquement parce que même si nous avions atteint Anvers, ce qui était impossible, un tel succès n'aurait pas forcé la négociation alliée ou changé l'issue fondamentale de la guerre. L'Allemagne était déjà vaincue. L'offensive des Ardennes accéléra simplement l'effondrement final. La bataille des Ardennes démontra la différence entre la compétence tactique et la réalité stratégique. Les soldats allemands se battirent avec compétence et détermination tout au long de l'offensive. Les commandants allemands exécutèrent des opérations complexes dans des conditions difficiles. Les équipages de chars allemands montrèrent une supériorité tactique dans des engagements individuels. Rien de tout cela n'importait parce que l'Allemagne manquait de capacités industrielles, de logistique et de ressources pour soutenir des opérations offensives. Les Américains avaient été surpris et gravement blessés, mais leur réponse illustra le pouvoir de la supériorité matérielle et de la profondeur organisationnelle. En quelques jours, Eisenhower avait déplacé des divisions à travers des centaines de miles, réorganisé les structures de commandement et concentré une force écrasante contre la pénétration allemande. La logistique américaine livrait des milliers de tonnes de fournitures quotidiennement malgré le temps hivernal et les routes endommagées. L'industrie américaine remplaçait chaque char perdu, chaque camion détruit, chaque obus d'artillerie dépensé. La bataille des Ardennes ne fut pas gagnée par des tactiques américaines supérieures ou une performance sur le champ de bataille. Dans de nombreux engagements, les forces allemandes démontrèrent une compétence tactique supérieure. La bataille fut gagnée par la logistique américaine, par la capacité industrielle qui pouvait absorber les pertes et les remplacer du jour au lendemain, par une armée qui pouvait déplacer des formations de la taille d'un corps à des centaines de miles en réponse à une crise, et par une supériorité aérienne complète qui permettait aux chasseurs américains de chasser les colonnes allemandes à volonté. Pour l'Allemagne, les Ardennes représentaient la mort de la flexibilité stratégique. Après l'effondrement de l'offensive, la Wehrmacht mena des opérations purement défensives. L'initiative passa complètement aux Alliés. À l'est, les armées soviétiques avancèrent inexorablement vers Berlin. À l'ouest, les forces américaines et britanniques se préparèrent à traverser le Rhin. Les villes allemandes furent systématiquement détruites par des bombardements stratégiques. La production pétrolière s'effondra sous l'attaque aérienne. Les réseaux de transport se désintégrèrent. Les approvisionnements alimentaires se raréfièrent. La capacité industrielle qui avait soutenu 4 ans de guerre s'effondrait. Les soldats allemands ne se battaient plus pour la victoire. Ils se battaient pour retarder la défaite, pour garder les armées alliées loin des villes allemandes pour un autre jour, une autre semaine, un autre mois. Ils se battaient parce que l'alternative était la reddition, et ils avaient été conditionnés à croire que la reddition était une trahison. Ils se battaient parce que malgré tout, malgré les villes détruites et les millions de morts et le désespoir complet de leur position, le régime nazi tenait toujours l'Allemagne dans son emprise, et la désertion signifiait la mort pour le soldat et la persécution pour sa famille. La bataille des Ardennes coûta à l'Allemagne environ 100 000 victimes et consomma équipements, carburant et munitions irremplaçables. En retour, l'Allemagne n'obtint rien de valeur stratégique. L'offensive retarda les opérations alliées de 6 semaines. Elle força les alliés occidentaux à reporter leur traversée du Rhin de février à mars 1945. C'était la somme totale de la réalisation allemande. Pour ce retard, l'Allemagne sacrifia ses dernières réserves mobiles, garantissant que lorsque les Alliés traversèrent finalement le Rhin, ils rencontrèrent des défenses affaiblies qui s'effondrèrent rapidement. Pour ce retard, l'Allemagne sacrifia des divisions Panzer désespérément nécessaires pour défendre contre les offensives soviétiques à l'Est. Pour ce retard, l'Allemagne consomma des réserves de carburant qui auraient pu alimenter un retrait combattant qui aurait pu prolonger la résistance. L'offensive des Ardennes fut le dernier pari d'Hitler, et ce fut un échec catastrophique, peut-être l'échec le plus coûteux de toute la guerre, parce qu'elle consomma des ressources que l'Allemagne ne pouvait pas se permettre de perdre à la poursuite d'objectifs que l'Allemagne ne pourrait jamais atteindre. Le grenadier Paul Schmidt, qui avait participé à l'assaut d'ouverture en tant qu'infanterie dans la 12e division Volksgrenadier, survécut à la guerre et enregistra ses mémoires dans les années 60. Son récit captura la transformation que les soldats allemands vécurent pendant l'offensive. Nous avons commencé avec de l'espoir, proche de l'euphorie. Enfin, nous attaquions à nouveau. Enfin, nous allions porter un coup décisif contre les Américains. Les premiers jours semblèrent confirmer nos espoirs. Les unités américaines reculèrent. Nous avancions. Nous capturions fournitures et équipements. Mais dès le 4e jour, la réalité s'affirma. La résistance américaine se durcit. Les tirs d'artillerie américains augmentèrent.
Les contre-attaques américaines nous chassèrent des positions que nous avions prises. Et toujours quand le temps s'éclaircissait venaient les avions. Jour après jour, les chasseurs américains attaquèrent nos colonnes. Ils détruisirent nos camions de ravitaillement, nos transports de carburant, nos porteurs de munitions. Sans fourniture, nous ne pouvions pas avancer. Sans carburant, nos chars restaient immobiles. À Noël, nous comprîmes que l'offensive avait échoué. Au Nouvel An, nous comprîmes que nous aurions de la chance d'échapper et de revenir en Allemagne. Quand nous nous retirâmes finalement fin janvier, notre division avait été détruite. Des hommes qui attaquèrent le 16 décembre, moins d'un tiers revinrent aux lignes allemandes. Le reste était mort, blessé ou capturé. Nous avions perdu la guerre dans les Ardennes, non pas parce que les Américains nous ont vaincus au combat, mais parce que nous nous sommes vaincus nous-mêmes. Nous avons attaqué avec des ressources inadéquates, des objectifs impossibles et une planification délirante. Et 50 000 soldats allemands ont payé de leur vie pour cette illusion. Les soldats allemands qui combattirent dans les Ardennes n'étaient pas les mêmes hommes qui avaient conquis la France en 1940 ou pénétré profondément en Union soviétique en 1941. Beaucoup étaient des adolescents avec seulement quelques semaines d'entraînement, jetés au combat équipés d'armes obsolètes. D'autres étaient des hommes dans la quarantaine tirés des usines et des bureaux pour remplir les rangs épuisés. Les divisions SS d'élite contenaient encore des vétérans du combat, mais leurs rangs avaient été fortement dilués avec de jeunes recrues qui manquaient d'expérience. L'équipement était un mélange d'armes obsolètes, de matériel capturé d'une douzaine de nations différentes et de véhicules allemands mis en service malgré une fiabilité mécanique douteuse. La logistique fonctionnait mal parce que le réseau de transport de l'Allemagne s'effondrait sous l'attaque aérienne. La Wehrmacht qui attaqua dans les Ardennes ressemblait peu à la force puissante qui avait dominé l'Europe 4 ans plus tôt. C'était une armée d'hommes épuisés se battant avec un équipement usé, soutenu par une idéologie de plus en plus irréaliste et l'espoir désespéré que d'une manière ou d'une autre, contre toute évidence, l'Allemagne pourrait encore éviter la défaite complète. Mais certains éléments restaient des victoires antérieures de l'Allemagne. La doctrine tactique allemande mettait toujours l'accent sur l'initiative aux niveaux inférieurs. Les commandants de compagnie et de bataillon étaient censés prendre des décisions et exploiter les opportunités sans attendre les ordres du commandement supérieur. Cette flexibilité avait bien servi l'Allemagne dans les campagnes précédentes. Dans les Ardennes, elle permit aux unités isolées de continuer à attaquer même lorsque les communications échouèrent et lorsque l'offensive globale s'était clairement arrêtée. Les équipages de chars allemands restaient hautement qualifiés. Les chars Tiger et Panther, quand ils avaient carburant et munitions, étaient supérieurs à la plupart des blindés alliés. Les unités d'infanterie allemandes, quand elles étaient correctement dirigées et adéquatement approvisionnées, se battaient avec détermination. Rien de tout cela ne changea la réalité stratégique que l'Allemagne menait une guerre qu'elle ne pouvait plus gagner contre des ennemis qui possédaient une supériorité matérielle écrasante. L'excellence tactique et l'esprit combatif étaient insuffisants quand l'ennemi pouvait absorber les pertes et les remplacer tandis que l'Allemagne ne le pouvait pas. La bataille des Ardennes révéla la faillite ultime de la position stratégique de l'Allemagne nazie. La stratégie d'Hitler depuis 1943 avait été d'infliger suffisamment de pertes aux ennemis de l'Allemagne pour qu'ils négocient plutôt que de continuer à se battre. Cette approche supposait que les démocraties étaient faibles, que les alliés s'effondreraient sous les pertes, que les populations britanniques et américaines exigeraient la paix une fois les pertes montées. Chaque aspect de cette pensée s'avéra faux. Les alliés étaient prêts à accepter des pertes importantes pour obtenir la défaite complète de l'Allemagne. Quand les unités américaines furent submergées dans les premiers jours de l'offensive des Ardennes, les commandants américains répondirent en précipitant des renforts pour contenir la percée, non pas en considérant la négociation. Quand les chars britanniques tinrent les traversées de la Meuse, refusant aux Allemands leur objectif principal, le gouvernement britannique ne vacilla pas dans son engagement envers la reddition inconditionnelle de l'Allemagne. Les Alliés comprenaient ce qu'Hitler refusait d'accepter. L'Allemagne avait perdu la capacité de modifier la trajectoire fondamentale de la guerre. La question n'était pas de savoir si l'Allemagne serait vaincue, mais quand et à quel coût. L'offensive des Ardennes ajouta environ 100 000 victimes allemandes au décompte final sans changer la réponse à aucune question. Ce que l'offensive accomplit fut d'éliminer toute possibilité pour l'Allemagne de négocier une reddition conditionnelle. Le massacre à Malmedy et d'autres atrocités commises par les forces SS pendant l'offensive supprimèrent toute sympathie que les dirigeants alliés auraient pu ressentir pour l'Allemagne. Quand les forces de PP abattirent des prisonniers américains, quand les troupes SS assassinèrent des civils belges, quand les forces allemandes commirent des crimes de guerre systématiques tout au long de leur avance, elles garantirent que les demandes alliées de reddition inconditionnelle et d'occupation complète seraient non négociables. L'Allemagne serait vaincue totalement, occupée complètement, et ses dirigeants jugés pour crimes de guerre. L'offensive des Ardennes s'assura qu'il n'y aurait pas de paix négociée, pas de reddition conditionnelle, pas d'opportunité pour le leadership nazi d'échapper à la justice. En février 1945, quand les dernières forces allemandes se retirèrent vers la ligne Siegfried, la situation militaire était désespérée. À l'est, les armées soviétiques s'étaient rapprochées à moins de 60 miles de Berlin. À l'ouest, les forces américaines et britanniques se préparaient à traverser le Rhin en force écrasante. La production pétrolière de l'Allemagne avait été réduite à presque rien par l'attaque aérienne sur les usines de carburant synthétique. Les avions allemands restaient cloués au sol faute de carburant d'aviation. Les chars restaient immobilisés dans des positions défensives, incapables de manœuvrer par manque d'essence. Les villes allemandes étaient systématiquement détruites par des bombardements 24 heures sur 24. Les réseaux de transport étaient brisés. L'économie s'effondrait. Les approvisionnements alimentaires étaient inadéquats. Le régime nazi contrôlait l'Allemagne par la terreur, exécutant des soldats pour défaitisme et pendant des civils soupçonnés de douter de la victoire. L'Allemagne était devenue un État cauchemardesque, se battant pour sa propre destruction, incapable de se rendre parce que le régime préférait détruire l'Allemagne plutôt que d'admettre la défaite, incapable de gagner parce que la victoire avait cessé d'être possible. Les soldats qui revinrent des Ardennes portaient avec eux la connaissance que l'Allemagne était finie. Ils avaient vu la supériorité matérielle américaine de leurs propres yeux. Ils avaient expérimenté le poids de la puissance aérienne alliée. Ils avaient compris l'impossibilité de vaincre des ennemis qui pouvaient remplacer les pertes plus vite que l'Allemagne ne pouvait les infliger.
Certains continueraient à se battre par loyauté envers leurs unités et camarades. Certains se battirent parce que la désertion signifiait l'exécution. Certains se battirent parce que le régime nazi avait détruit leur capacité de pensée indépendante, les conditionnant à suivre les ordres quelles que soient les conséquences. Mais peu se battirent en croyant que la victoire restait possible. Les Ardennes avaient été le dernier effort offensif de l'Allemagne. À partir de février, l'Allemagne mena des batailles purement défensives, des actions retardatrices, des derniers combats désespérés dans des villes qui seraient détruites en les défendant. La guerre continuerait pendant 3 mois de plus, mais son issue avait été déterminée. L'Allemagne serait vaincue, occupée et divisée. Le régime nazi serait détruit, et des millions d'autres mourraient dans les batailles finales, leur mort n'achetant rien d'autre qu'un bref délai de l'inévitable. La bataille des Ardennes du point de vue allemand était une histoire d'illusion, de déni et de défaite. C'était une histoire de soldats envoyés pour accomplir l'impossible avec des ressources inadéquates par des dirigeants qui refusaient d'accepter la réalité. C'était une histoire de compétences tactiques gaspillées à la poursuite d'une impossibilité stratégique. C'était une histoire de courage et de détermination qui ne produisit aucun résultat significatif sauf d'accélérer la destruction que ces qualités étaient censées prévenir. Les soldats allemands dans les Ardennes se battirent aussi bien que n'importe quel soldat pouvait être censé se battre dans de telles circonstances. Ils obtinrent la surprise, percèrent les lignes ennemies, avancèrent profondément en Belgique et infligèrent des pertes importantes aux forces américaines. Rien de tout cela n'importa parce que le calcul stratégique fondamental était faux. L'Allemagne ne pouvait pas vaincre la coalition alliée par des opérations militaires et manquait des ressources pour la victoire. Plus l'Allemagne se battait, plus elle serait complètement détruite. Chaque soldat allemand qui mourut dans les Ardennes mourut pour rien parce que l'offensive ne pouvait jamais atteindre ses objectifs, et son échec garantit la défaite totale de l'Allemagne. Le décompte final fut brutal. L'Allemagne perdit 100 000 hommes, 600 chars, des centaines d'avions et des quantités irremplaçables de carburant et de munitions. En retour, l'Allemagne retarda les opérations alliées de 6 semaines et ne gagna absolument rien de valeur stratégique. L'offensive des Ardennes fut un échec catastrophique, mais c'était plus qu'une défaite militaire. C'était la mort de la dernière illusion allemande que la guerre pouvait encore être gagnée. Après les Ardennes, même les nazis les plus fanatiques comprirent que l'Allemagne faisait face non seulement à la défaite, mais à la destruction. L'offensive consomma les dernières forces capables de retarder cette destruction, garantissant que lorsque l'effondrement final viendrait, il serait rapide et total. La bataille des Ardennes, du point de vue allemand, fut le moment où le destin de l'Allemagne fut scellé, où l'espoir mourut, où l'illusion d'une victoire possible se brisa finalement contre la réalité de la supériorité matérielle absolue des Alliés. Les soldats allemands qui combattirent dans les Ardennes croyaient qu'ils se battaient pour la survie de l'Allemagne. Au lieu de cela, ils participèrent à une opération qui garantit la destruction de l'Allemagne, ordonnée par un régime qui préférait la catastrophe totale à admettre l'erreur, lancée contre des ennemis dont les avantages matériels écrasantes ne pouvaient être surmontés par aucune quantité de courage ou de compétences tactiques. La bataille des Ardennes fut la dernière offensive de l'Allemagne et son échec final. Le moment où les mathématiques de la guerre prouvèrent que la volonté et la détermination étaient des substituts insuffisants à la capacité industrielle, à la logistique et à la supériorité aérienne. Du 16 décembre 1944, quand l'artillerie commença, au 25 janvier 1945, quand les dernières forces allemandes se retirèrent, l'Allemagne mena une bataille qu'elle ne pouvait pas gagner, acheta un délai qu'elle ne pouvait pas se permettre, et consomma des ressources qu'elle ne pourrait jamais remplacer. Le résultat fut une défaite inévitable, hâtée par l'offensive même conçue pour l'empêcher.